Deuxième partie du cours sur la cinétique chimique. Alors, dans ce cours, on va mettre en place les outils qui vont nous permettre d'étudier d'un point de vue cinétique une transformation chimique et donc de calculer, d'exprimer, définir des vitesses qu'on va appeler vitesses de réaction ou vitesses volumiques de réaction. Alors, avant d'en arriver là, je voudrais quand même revenir sur l'objet de la cinétique. Qu'est-ce qu'on veut avoir? À quoi on veut arriver finalement? Alors, on a une réaction. Mettons qu'on a une réaction. Alors pour l'instant, je vais prendre un exemple assez formel et puis ensuite on prendra un exemple incarné avec par exemple la décomposition de l'eau oxygénée. Donc on a deux réactifs, A et B, qui réagissent pour donner deux produits, C et D. Et donc on veut faire une étude cinétique de cette réaction. Qu'est-ce qu'on veut avoir finalement? Eh bien, on a envie d'aboutir à l'évolution au cours du temps des quantités de matière ou ici des concentrations si le volume ne change pas. Donc, alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit en bleu que la concentration en A et en vert, la concentration en réactif B diminue au cours du temps, très bien. Et que les concentrations des produits, donc en bleu ciel et en rouge, augmentent. Donc très bien, c'est ce à quoi on s'attend si a priori en fait la réaction a lieu dans le sens direct. Et donc on a une information sur le temps, on a l'évolution des quantités de matière, des concentrations au cours du temps. Donc c'est ce à quoi on veut aboutir. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder aussi sur ce graphe? On peut voir en fait qu'au bout d'un moment, les concentrations n'évoluent quasiment plus. Disons pour à peu près t égale 1,5 secondes, 1 seconde et demie. Et donc on peut dire maintenant d'un point de vue thermodynamique que ici, à partir de t égale, pour t supérieur ou égal à 1,5 secondes, eh bien on a l'état final, l'état d'équilibre, qui est atteint. D'accord? C'est la définition qu'on avait donnée de l'état d'équilibre. Donc voilà à quoi on veut aboutir, et donc on va avoir besoin d'outils pour cela. Alors, la première chose que je voudrais définir, c'est quelque chose que vous connaissez finalement, et c'est ce qu'on va appeler le temps de demi-réaction, qu'on va noter T1,5. Alors le temps de demi-réaction, vous l'avez vu d'une autre manière, réfléchissez un peu à ce que ça peut être et voyez un peu qu'est-ce que vous avez pu, où est-ce que vous avez pu rencontrer ça. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Eh bien vous avez vu une transformation, mais des transformations qui n'étaient pas chimiques mais nucléaires. Et notamment vous avez la désintégration d'un isotope instable, radioactif. Et vous avez défini le temps de la demi-vie, la demi-vie, ou le temps de demi-vie. Alors essayez de retrouver ce que c'est que la demi-vie de cet isotope radioactif. Donc ça c'est ce que vous avez vu au lycée, en terminale. D'accord, essayez de retrouver tout seul. Moi je vous donne la réponse maintenant. Donc le temps de demi-vie, c'est la durée qui s'écoule. Au-delà, à partir de la... c'est la durée, ou c'est la date, la durée, nécessaire à la désintégration de la moitié des isotopes. D'accord, la désintégration, la disparition de la moitié des isotopes. Et vous aviez quelque chose, si je me rappelle très rapidement, vous avez une loi, ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire le nombre d'isotopes ou la concentration isotopique au cours du temps. Il suivait une loi en fait exponentiellement décroissante de cette nature-là, et en fait on divisait par 2 à chaque fois au bout de t1,5. Donc au bout de t1,5, n devient n sur 2, puis au bout de 2 fois t1,5, on divise encore par 2, donc n devient n sur 4, etc. etc. Donc appuyez-vous là-dessus, puisque finalement nous on va faire ce genre de courbe, c'est exactement ce que je viens de vous montrer ici, sauf qu'on va le faire dans le cadre des transformations chimiques. Alors nous, pour les transformations chimiques, on va définir donc le temps
de demi-réaction. Et donc la définition va être extrêmement voisine de celle que vous avez vue pour la demi-vie d'un isotope. Et d'ailleurs, on fera une petite activité documentaire sur notamment le stockage des déchets nucléaires. Donc on reparlera de ça. Le temps de demi-réaction, alors ça va être... Alors vous allez rencontrer plusieurs définitions. La mienne, qui me paraît la plus générale et la plus rigoureuse, ça va être la durée, en fait, le temps au bout duquel, enfin, ou durée au bout de laquelle, l'avancement de réaction si est égal à la moitié de l'avancement final. D'accord? Donc mathématiquement, ça veut dire quoi? Eh bien, à l'instant t1 demi, donc je répète, on va noter ou taux 1 demi. Donc pour taux 1 demi, si de taux 1 demi, c'est si final divisé par 2. Donc ça, c'est la traduction mathématique de cette définition. Voilà. Alors, vous trouverez une définition très répandue, mais qui est valable pour une réaction totale. Donc c'est pour ça que moi, elle me satisfait pas totalement, mais je vais quand même vous la donner. Si on suppose que la réaction est totale, à ce moment-là, on peut définir un réactif limitant. Et donc taux 1 demi, ça va être la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a été consommée. Ça rejoint la définition que j'ai donnée au-dessus. Donc durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a été consommé. Donc le temps, voilà, je le définis. Donc vous voyez, une manière en fait de mesurer la vitesse d'une réaction, ça serait de mesurer le temps de demi-réaction. Voilà, une manière relativement simple. Alors on va aller un petit peu plus loin nous, hein. On va écrire carrément, ce qu'on va écrire, hein, c'est la vitesse instantanée de réaction. Donc une information quand même un peu plus précise, mais on reviendra sur les temps de demi-réaction, hein, qui ont tout à fait leur intérêt. Donc allons-y, parlons vitesse. Et donc on va définir ce qu'on appelle la vitesse volumique de réaction. Et pour ça, en fait, je vais essayer de définir les choses sur un exemple, sur une réaction concrète. Donc à faire une réaction plutôt lente. Donc on va prendre l'exemple de la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Donc mettons que ce soit une solution aqueuse, hein, de peroxyde d'hydrogène. Donc vous achetez une bouteille d'eau oxygénée. Et eh bien, le peroxyde d'hydrogène qui est contenu là-dedans, qui est la substance active, se décompose et on va avoir un taux, justement, un temps de demi-réaction qui va être de l'ordre de 1 mois à peu près, hein, d'accord, ça va se chiffrer en mois. Voilà l'ordre de grandeur à peu près. Ok. Alors on va essayer de définir des vitesses. Alors on voudrait suivre, en fait ce qu'on veut suivre, c'est suivre la réaction, l'évolution de la réaction au cours du temps. C'est ça le but. Alors comment essayer de réfléchir, voilà, réfléchissez un peu tout seul, comment on peut suivre l'évolution de la réaction au cours du temps? Qu'est-ce qu'on peut suivre, qu'est-ce qu'on peut mesurer aussi? Parce qu'on va le faire en fait des expériences, hein, on va pouvoir le faire expérimentalement ça. Voilà, réfléchissez un peu, essayez d'apporter des réponses. Essayez d'anticiper en fait la suite du cours. Alors, bon, alors il y a une solution, hein, qui vient assez rapidement, hein, de manière assez évidente, c'est qu'on pourrait suivre par exemple, prendre un réactif ou un produit et regarder comment évolue la quantité de matière au cours du temps. Donc par exemple, je peux regarder comment évolue la quantité de matière de peroxyde d'hydrogène au cours du temps. Je m'attends, si la réaction a bien lieu dans le sens direct, c'est ce que me prédit la thermodynamique, je m'attends donc à ce que cette quantité de matière diminue. Ou bien je pourrais suivre la quantité de matière d'eau, hein, ce qui revient au même. Alors là j'ai un produit, donc j'attends à ce que ça augmente. Ou le deuxième produit qui est le dioxygène, dont on attend qu'il augmente également. Très bien. Alors,
Si je veux traduire ça en termes de vitesse, qu'est-ce qu'il faut que je définisse? Allez, on essaie de le faire aussi là chez vous. Donc j'ai la quantité de matière qui évolue au cours du temps. Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse par rapport à cette évolution? Qu'est-ce que c'est une vitesse par rapport au temps? Pensez à la vitesse d'un mobile en mécanique par exemple, hein. Si je prends la vitesse d'un mobile en mécanique, V, alors c'est D, alors je vais prendre un mouvement unidimensionnel suivant X, ça serait dx sur dt. Donc c'est la variation de la position par rapport au temps en mécanique. Donc en chimie, qu'est-ce qui évolue par rapport au temps? Eh bien là, en fait, c'est la quantité de matière. Et donc si on veut définir des vitesses, on va être tenté d'écrire, de regarder comment évolue par unité de temps la quantité de matière de chacune des espèces mises en jeu. D'accord? Donc on a envie de définir une vitesse de cette manière-là. C'est-à-dire la dérivée de la quantité de matière des produits et des réactifs par rapport au temps. Ok? Très bien. Ça serait relativement satisfaisant et c'est quelque chose qu'on pourrait suivre expérimentalement. Alors allons un petit peu plus loin et considérons en fait que le volume est constant. Donc, comme le volume est constant, ce que j'aimerais faire en fait c'est diviser, je vais diviser par le volume. Alors pourquoi je vais diviser par le volume? Parce que ici en fait j'ai des vitesses qui dépendent. Là, ces vitesses-là, il y a un petit problème, c'est qu'elles dépendent de la taille du système, puisque en fait, on a des grandeurs, rappelez-vous, qui sont extensives, qui dépendent de la taille du système. Et si vous avez un très gros flacon d'oxygéné, évidemment, il y en a beaucoup plus qui disparaît par unité de temps que si vous avez un petit flacon. Mais réfléchissez bien, en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la diminution de la concentration, c'est-à-dire la quantité de matière relative. Et donc, en divisant par V, on va s'affranchir de la taille du système. Et comme V est constant, on peut le rentrer dans la dérivée. Et en fait, on va aboutir à des vitesses qui vont être maintenant des vitesses volumiques et qui ont comme intérêt d'être totalement indépendantes de la taille du système. C'est-à-dire, peu importe la quantité d'eau oxygénée, ces variations de quantité de matière au cours du temps vont être indépendantes de la taille du système. Ok. Donc je vais noter ça comme ça. V, c'est la taille du système. Alors le V, c'est vraiment, là, c'est le volume du système. Hein. Faites attention, je note des concentrations, c'est pas forcément des solutions ici. Hein. Ouais, il faut que je fasse un petit point là-dessus. Hein. D'accord? Alors, c'est une remarque importante. Attention, là, ce que je vais noter concentration. Donc si je prends une espèce chimique AI, c'est la quantité de matière de l'espèce I divisé par le volume, et ça, c'est le volume du système. Voilà. Et donc, je ne suis pas forcément dans le cas du solution, là. D'accord? C'est pas forcément une solution. Très bien. Donc, je progresse. Il y a encore un tout petit défaut. C'est que, regardez, en fait, quels sont les signes de ces vitesses-là, enfin, de ces dérivées. La dérivée de la concentration de l'eau oxygénée, eh bien, elle doit être négative, d'accord, puisqu'il disparaît, tandis que les deux autres sont positives. Et donc j'aimerais bien définir quelque chose qui soit positif, hein, une vitesse, j'aimerais bien la définir de manière positive. Donc ce que je vais simplement faire, c'est mettre un signe moins quand il y a un réactif et laisser un signe plus quand c'est un produit. Donc ce que je viens de définir ici, je vais vous l'écrire là, parce qu'on a fini le raisonnement. Je viens de définir ce qu'on appelle les vitesses volumiques de formation et respectivement de disparition d'un produit ou respectivement pour la disparition d'un réactif. Et donc c'est une manière de faire. Donc je vous réécris ça avec les bons signes. Donc je vais noter V de H2O2. Comme c'est un réactif, je veux dire que c'est moins la dérivée par rapport au temps de sa concentration.
Donc ça, c'est pour les réactifs. Pour les produits, ici, j'en ai 2. Ça va être plus la dérivée par rapport au temps de sa concentration. Et pareil pour le dioxygène. Voilà. Je ne généraliserai pas ces définitions, puisque vous avez accès à un poly de cours où là, je vous définis les choses de façon plus générale, mais désincarnée, donc pas sur un exemple, mais de façon vraiment très générale pour n'importe quelle réaction. Donc voilà. Donc ça, c'est une manière de faire. Hein. Il suffit d'évoluer. Voilà, tout simplement, la vitesse de réaction, c'est la variation. Plus ou moins la variation de la concentration d'une espèce chimique qui intervient dans cette réaction. Alors, je vais ajouter une étape supplémentaire. Donc si je reviens ici, là, je me suis déjà... Donc j'ai suivi naïvement mais intelligemment les quantités de matière au cours du temps, c'est mon but. Ici, j'arrivais ici à des grandeurs indépendantes. Pardon. Des grandeurs indépendantes de la taille du système. D'accord. Mais en fait, maintenant, j'aimerais bien m'affranchir du réactif que je choisis. Parce que vous voyez, en fait, j'ai 3 possibilités là. Je peux définir 3 vitesses différentes. Et moi, j'aimerais bien définir une vitesse propre à la réaction. Donc, s'affranchissement du réactif que je vais suivre. S'affranchir de l'espèce chimique. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on a quelque chose, en fait, on a quelque chose qui évolue au cours du temps, aussi, c'est l'avancement xi, d'accord, dont vous savez qu'il est indépendant, quand on l'a défini, il est indépendant de l'espèce chimique. L'avancement xi, c'est l'avancement xi, il est propre à la réaction, telle qu'elle a été écrite, avec ses coefficients stoichiométriques. Et je vais définir au passage l'avancement volumique x de t, xi sur v, puisque je vais encore m'affranchir de la taille du système, donc je vais plutôt raisonner avec l'avancement volumique. Donc ça, c'est l'avancement par unité de volume, l'avancement volumique. D'accord? Et donc, eh bien, je vais définir tout simplement la vitesse de réaction. Donc cette fois, c'est vraiment ce qu'on appelle la vitesse volumique de réaction, indépendamment de... C'est pas relatif à un réactif ou à un produit. Donc la vitesse volumique de réaction comme V égale tout simplement dx sur dt. On peut noter aussi x point avec la notation que vous connaissez bien. Donc voilà la vitesse de réaction, c'est simplement la dérivée de l'avancement volumique qui dépend du temps par rapport au temps. Et donc ça va être notre outil qui va nous permettre de suivre une réaction et de pouvoir dire si elle est rapide ou lente et même davantage encore. Ok, je vous propose une petite application à ce stade. On va essayer de faire le lien avec ce qu'on a vu. Alors ça va être assez simple. Alors il va falloir juste avoir des souvenirs sur la définition de l'avancement. Je veux que vous m'exprimiez en fonction de V. Donc le but c'est exprimer. Alors là on va la faire en rose. Hop là. Donc je voudrais exprimer en fonction de V. Donc la vitesse volumique de réaction. Et bien les dérivées suivantes. Et bien justement les dérivées par rapport au temps des différents réactifs et produits qui interviennent dans la réaction. Donc là, toujours la même chose, vous connaissez le principe. Pause sur la vidéo, vous cherchez, vous relancez la lecture et moi je donne la réponse tout de suite. Alors, la réponse. Eh bien en fait, il va falloir revenir à la définition de l'avancement, puisque j'ai V qui vaut dx sur dt, avec
X qui vaut 6 sur V. Il faut que je relie ça aux variations temporelles des concentrations des réactifs et des produits. Donc il faut que je fasse le lien en fait entre l'avancement et les quantités de matière des réactifs et des produits. On sait que par définition, si c'est la variation de quantité de matière d'un réactif ou d'un produit I au cours du temps, divisé par son coefficient stoichiométrique algébrique. Donc ça veut dire que X, c'est la concentration du réactif I, alors je vais appeler ça AI, espèce chimique AI, moins sa concentration initiale, divisé par nuit. Et maintenant, il vous suffit de dériver. Je dérive par rapport au temps. Donc si je dérive par rapport au temps, eh bien j'obtiens V, c'est dx sur dt, à gauche. Et à droite, je vais obtenir 1 sur nuit d de AI sur dt. Donc voilà le lien entre les deux. Et donc ce lien, je peux le réécrire autrement. Je peux écrire que la dérivée de la concentration d'une espèce chimique AI intervenant en équilibre, c'est tout simplement nuit fois la vitesse de réaction. J'applique ça au-dessus et je vais obtenir, alors je regarde les coefficients stoichiométriques, je vous remets ici l'équation. On avait 2 mols de peroxyde d'hydrogène aqueux qui donne 2 mols d'eau liquide plus 1 mol de dioxygène gazeux. Et donc le coefficient stoichiométrique pour H2O2 c'est moins 2. Donc D2H2O sur 2D c'est moins 2V, c'est négatif, on est content. Pour le dioxygène c'est 1 ici plus V. Et pour l'eau c'est plus 2. Nuit ça vaut plus 2, donc c'est plus 2 fois V. Donc voilà. Alors c'est important ça parce que c'est important d'un point de vue expérimental. Parce que expérimentalement, pour mesurer V, en fait, on va suivre une concentration vraiment des réactifs. On suit par exemple la concentration en eau oxygénée, ou la concentration en dioxygène via la pression, ou la concentration en eau. Bon, il faut voir comment. En tout cas, sur le principe, c'est ça qu'on va suivre. Donc c'est bien de pouvoir faire le lien entre les variations de la concentration d'une espèce chimique avec la vitesse de réaction telle qu'on l'a définie, la vitesse volumique de réaction. Voilà. Oui, je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je vais simplement faire une petite annonce, enfin pour la suite, hein, sur la suite. Donc maintenant on a nos outils, à savoir temps de demi-réaction et oui, je vais faire le récapitulatif et oui voilà. Et je vais annoncer la suite. Donc je reviens, qu'est-ce que nous avons vu en fait dans cette vidéo? Eh bien, nous voulons étudier d'un point de vue cinétique une transformation chimique, c'est-à-dire concrètement obtenir au cours du temps les concentrations, l'évolution des concentrations des réactifs et des produits. On peut définir d'un point de vue semi-quantitatif le temps de demi-réaction qui est le temps au bout duquel l'avancement est égal à la moitié de l'avancement final. Et plus précisément une vitesse qui est la vitesse volumique de réaction qui est définie comme la dérivée par rapport au temps de l'avancement volumique de réaction tout simplement. Dans la prochaine partie, eh bien, nous allons nous attaquer aux facteurs cinétiques. Donc on va avoir 2 facteurs cinétiques. Donc le premier, la température. Ça va être dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on s'intéressera à l'influence sur la vitesse de réaction de la concentration des espèces chimiques, donc réactifs ou produits. Voilà pour cette partie.